Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Sylvie Lauzon qui vient nous parler de la Fondation des Petits Trésors. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, il sera question des citations célèbres sur le travail. Notre invitée en début de deuxième demi est Marie-Claude Villemur qui vient nous parler de son projet qui est le projet Miosis. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence en chanson avec Dominique A et la chanson s'intitule Centrale Otago. Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou éclaté, vous sintonisez actuellement Folie douce. J'accueille maintenant notre invitée qui est Sylvie Lauzon. Bonjour Mme Lauzon. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. C'est pas la première fois qu'on vous parle. On s'est parlé il y a 10 ans, alors j'espère qu'on va se parler la prochaine fois plus vite que ça. Ça fait quand même un bon bout de temps. Vous êtes directrice générale de la Fondation des Petits Trésors et à l'époque, c'était aussi une entrevue sur les Petits Trésors, mais je pense que ça faisait moins longtemps que c'était fondé. Parlez-nous donc d'abord de ce que c'est la Fondation des Petits Trésors. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité d'abord. Toujours le fun de parler de la Fondation, d'autant plus qu'en 10 ans, il s'est passé pas mal de choses. Alors, la Fondation des Petits Trésors, c'est une fondation qui s'occupe, en fait, dont la mission est de sensibiliser et de parler de la santé mentale des enfants et des adolescents, santé mentale et autisme. Ça a toujours été sa mission. On est associé, en fait, on a un grand partenaire qui est l'hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies, qui est l'un des seuls hôpitaux au Québec qui ne fait que ça, de la santé mentale pour enfants et adolescents. Et avec le temps, ça a évolué. Oui, on s'occupe de supporter de la recherche, des soins, de la sensibilisation, mais on s'occupe aussi maintenant de supporter les organismes qui font du répit un petit peu partout au Québec parce qu'on se rend compte à l'usage que les familles, en fait, il y a à peu près 350 000 familles au Québec qui vivent avec au quotidien un enfant qui a un trouble de santé mentale. Donc, on s'est rendu compte à quel point c'est utile et c'est important de leur offrir du répit pour qu'elles puissent continuer à bien supporter leurs enfants dans leur traitement, dans les soins et compagnie. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait. On le fait de mieux en mieux. On a de plus en plus de projets qui nous inspirent, qui nous amènent à aller plus loin. Et puis, comme l'une des missions, c'est la sensibilisation, pouvoir en parler à la radio comme cette fois-ci, ça, c'est extraordinaire parce que ça nous permet de mieux faire comprendre ce que c'est que la santé mentale. Il n'y a pas si longtemps, là, je dirais, il y a peut-être 20, 30 ans, les gens ne pouvaient pas s'imaginer qu'un enfant pouvait vivre une dépression, pouvait avoir des envies de suicide. C'était des choses auxquelles on ne croyait pas. On ne pensait pas que les enfants pouvaient être atteints de maladies mentales. Là, on le sait parce qu'il y a des statistiques qui nous le démontrent. La moitié des maladies mentales, en fait, commencent chez les enfants avant l'âge de 14 ans. Donc, d'où l'importance d'intervenir et d'intervenir tôt. Parce que, en intervenant tôt, si on ne peut pas guérir, parce que beaucoup de ces troubles-là sont difficiles à diagnostiqués, sont difficiles à soigner, sont même difficiles à guérir. On parle plus souvent de réhabilitation que d'autres choses. À tout le moins, en intervenant tôt, on peut éviter que ça s'aggrave et on peut faire une grande différence dans la vie. Non seulement des enfants qui ont les troubles, mais des parents et des familles qui vivent avec ça au quotidien, qui ne savent pas trop quoi faire, là, très souvent, avec les diagnostics qu'ils reçoivent. Ça veut donc dire qu'avant, parce que dans le fond, il y a toujours eu un hôpital, on le connaît, l'hôpital à Rivière-des-Prairies, mais de cette approche-là, avant la Fondation, il y avait peu de services, si je comprends bien, parce que ça donne un gros coup de main à plein de gens, là. Mais oui, en fait, oui, nous, on n'offre pas de l'aide directe aux familles, mais on supporte des organismes qui en font. C'est un petit peu notre objectif. On veut que les dollars qu'on investit aillent le plus loin possible et donc, ça nous permet d'offrir des services de cette manière-là. En faisant de la sensibilisation aussi, on permet aux gens de mieux comprendre non seulement les gens qui ont dans leur famille, dans leur environnement, un enfant qui a ce genre de trouble-là, mais aussi le public en général. Quand on parle des statistiques, c'est toujours un petit peu
déstabilisant les statistiques dans la mesure où c'est juste des chiffres, mais en fait, derrière tous ces chiffres-là, il y a des histoires. Mais un enfant sur 5 est atteint d'un trouble de santé mentale. Et quand on parle de trouble, là, c'est quelque chose de sévère. C'est pas juste une petite anxiété de performance, par exemple, à la veille des examens à l'école, c'est plus que ça. Quand on parle d'un enfant sur 5, c'est énorme. Ça veut dire que si vous ouvrez les yeux autour de vous, il y en a probablement, si c'est pas dans votre famille, il y en a dans votre entourage immédiat. Et souvent, les familles ont tendance à s'isoler parce que c'est bien plus simple de rester à la maison que de sortir, de prendre le risque qu'il y ait des crises. C'est souvent comme ça que ça se manifeste en public ou des comportements inadéquats qu'il faille expliquer encore et encore. Donc, les familles s'isolent. Puis là où ça devient encore plus préoccupant, à mon avis, c'est que la statistique pour les enfants, c'est 1 sur 5, mais la statistique pour les adultes, c'est 1 sur 5. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que cet enfant sur 5 va devenir cet adulte sur 5, mais les statistiques semblent dire ça. Et ça, c'est épouvantable de condamner des gens à ne pas pouvoir avoir le loisir de comprendre ce qui se passe et de pouvoir agir sur ce qui se passe dans leur vie avec ces troubles de santé mentale. Là, on parle de quoi? On parle d'anxiété, on parle de dépression, on parle de TDAH, on parle d'autisme aussi, on parle de 300 diagnostics à peu près en santé mentale des enfants. Donc, quand on sait ce dont on souffre et quand on sait ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, c'est franchement extraordinaire. Et quand on sait aussi qu'il faut continuer à investir dans la recherche parce qu'on n'a pas encore, il y a beaucoup de réponses qu'on n'a pas encore. Le cerveau, là, c'est peut-être, quand je veux faire une comparaison, je dis souvent que le cerveau, en fait, on en sait moins sur le cerveau qu'on en sait sur la planète Mars. Là, c'est pratiquement ça. Alors, le jour où on va avancer en recherche, ça aussi, ça va faire une grande différence. Puis la recherche, c'est quelque chose qui prend du temps. Juste pour donner un exemple, au début des années 60, la recherche sur le cancer chez les enfants, par exemple, sur la leucémie, n'était pas si avancée. En fait, dans les années 60, c'était 80% des enfants qui mouraient d'une leucémie. Aujourd'hui, parce qu'on a fait de la recherche, parce qu'on a créé quelque chose, on a avancé dans ce domaine-là, c'est plus de 80% des enfants qui s'en sortent. Donc, même pas 50 ans de recherche et ça fait toute une différence dans la vie de ces enfants et de ces familles-là. Alors, j'ose espérer que nous, en recherche, en santé mentale, ça va aussi apporter les mêmes réponses et faire la même différence. C'est juste que ça prend du temps. La recherche, ça coûte cher. Il faut continuer à investir et puis à essayer de penser à des avenues. Tu sais, c'est toujours basé sur des hypothèses, la recherche. Alors, nos chercheurs sont bien inventifs, puis ils arrivent de plus en plus à faire des liens, mais j'espère juste que ça va continuer. Oui, nous sommes en compagnie de Sylvie Lauzon, directrice générale de la Fondation des Petits Trésors. Vous avez été, vous l'êtes certainement encore, animatrice et quelqu'un d'une personnalité connue. Vous avez vous-même vécu une certaine problématique avec votre enfant. C'est ce qui vous a amené finalement à vous impliquer. Puis des fois, on s'implique pas nécessairement parce qu'on est touché, mais des fois, ça arrive aussi que la vie nous envoie quelque chose, puis on s'implique. Comment diriez-vous que votre vie, justement, s'est passée, puis comment va votre enfant également? Parce que... Mon fils Marc-Antoine, qui est autiste, a 21 ans. Oui. Donc, il est devenu un adulte. Maintenant, en fait, il est en train de commencer sa vie de jeune adulte. Il vit toujours à la maison. Il est en train de terminer l'école. On est en train de regarder à quoi va ressembler son avenir. En fait, il regarde lui-même là, ce qu'il a envie de faire. C'est clair que, on a passé beaucoup de temps dans sa vie, dans les hôpitaux, à aller rencontrer des spécialistes, à essayer de trouver des solutions, à explorer comment on pouvait améliorer telle ou telle chose. On continue à le faire. Marc-Antoine est suivi. On a exploré bien des pistes, on a essayé toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de ces choses-là, comme le neurofeedback, comme des tentatives parallèles qui ont vraiment contribué beaucoup à améliorer sa situation. Alors aujourd'hui, je dirais que c'est un jeune adulte qui a beaucoup de potentiel et qui a beaucoup d'avenir. C'est plus difficile pour lui, ça va peut-être l'être toujours, mais il avance très, très bien. Comment ça a changé ma vie? En fait, c'est Marc-Antoine qui m'a fait découvrir ma mission. Tu sais, toutes les raisons sont bonnes pour s'engager dans quelque chose dans lequel tu crois, mais encore plus pour moi, j'avais fait le tour des médias, ça faisait une 30aine d'années que j'en faisais. J'en fais pratiquement plus maintenant parce que
la job de direction générale demande beaucoup de temps. Et puis, j'avais envie de m'engager plus, de contribuer à transformer les choses. Puis je pense que c'est en étant dans cette action-là que je peux le plus le faire au quotidien, en travaillant avec les médecins, les professionnels de la santé de l'hôpital, les chercheurs, en rencontrant d'autres fondations, parce que de plus en plus, il y a des collaborations entre les fondations. On se rend compte, en fait, de plus en plus que à faire cavalier seul, on va arriver à moins. Alors, en travaillant ensemble, puis en créant des associations, en inventant des projets communs, on arrive vraiment à faire avancer encore plus les choses, à faire parler encore davantage des choses. Puis s'il y a une chose, c'est que plus on va peut-être réussir à éliminer ou en tout cas à réduire le mosus de tabou en santé mentale, qui est tellement important que des parents, puis c'est arrivé dernièrement, des parents n'osent pas sortir sur la place publique pour en parler, pas parce qu'ils ont honte, mais parce que ça peut porter préjudice à leur enfant. On se rend compte avec les maladies mentales que, en fait, un enfant qui a un problème de santé physique, si tu sors sur la place publique, peut-être que ça va, les gens vont prendre ça de façon positive, qui vont être empathiques à l'endroit de l'enfant. Mais quand on parle d'une maladie mentale qui est souvent invisible et qui paraît pas à l'œil nu, c'est souvent des comportements qui sont plus ou moins adéquats qu'on observe, les gens ne sont pas portés à être empathiques du tout. Alors, les parents osent pas. Et j'avais un parent, moi, qui avait accepté de venir parler de sa situation dans les médias parce que on fait annuellement des campagnes. Là, il y en a une, en fait, avec le groupe Jean Coutu, il y a une campagne qui a eu lieu à la fin de l'année. Là, on a vendu des crayons, des stylos avec Chantal Lacroix au profit de la Fondation. Donc, ce parent-là avait accepté de venir en parler. Il s'est désisté à la dernière seconde parce que, justement, il avait peur que ça porte préjudice à son enfant. Ça, c'est quand même important de le souligner parce qu'aujourd'hui, c'est encore comme ça qu'on perçoit la situation. Et pour un parent, en fait, un parent ne témoignera jamais s'il sent que ça va porter préjudice à son enfant, à son avenir, à la façon dont cet enfant-là va être perçu à l'école par ses pairs. Alors, on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire et c'est pour ça que mon engagement, il n'est pas terminé, en fait. J'aime mieux même pas le quantifier. Il ne fait que commencer et j'espère qu'il y a d'autres gens qui vont embarquer avec nous pour réussir à briser le tabou et à empêcher la stigmatisation de ces enfants-là et des familles parce que en santé mentale, il y a quand on parle de suivi, quand on parle de traitement, c'est beaucoup de fois par semaine si on veut que ce soit efficace. Donc, c'est des parents souvent qui deviennent en fait les co-thérapeutes de leurs enfants parce que ils doivent absolument contribuer, sinon c'est impossible. Une rencontre par semaine en orthopédagogie ou en orthophonie, c'est pas assez. Donc, il faut faire du travail à la maison. Il faut apprendre le plus possible des thérapeutes qu'on rencontre, qu'on croise, ramener ça à la maison. Il faut que tout ce qu'on bâtit autour de l'enfant comme thérapie, comme suivi, ça soit cohérent. Ça veut dire que quand tu vas à l'école, il faut travailler non seulement avec le médecin, les équipes de professionnels de la santé, c'est-à-dire psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs et compagnie, mais il faut que ça se transporte aussi à la maison, dans la famille et à l'école. Alors, c'est gigantesque comme tâche, puis le parent se retrouve souvent comme le coordonnateur de tout ça, un coordonnateur qui participe, mais ça peut être vite épuisant. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que le répit, là, c'est quelque chose, c'est un des projets sur lequel on veut miser dans l'avenir. Le répit, mieux organiser ça au Québec. Et le répit, c'est pas un milieu de vie. Hein. Le répit, autant pour les enfants que pour les adultes, en fait, c'est un endroit où tu peux aller, je sais pas moi, les week-ends, 2-3 jours. Et en fait, ça permet à la famille de respirer, à la personne qui va en répit aussi, en fait, de respirer. C'est des vacances. Et puis, dans le fond, quand la personne revient à la maison, l'ambiance, c'est tout fonctionne mieux. Ça peut, oui, puis ça peut, à mon sens, ça peut même permettre à des familles d'éviter le placement éventuellement pour ceux et celles là, qui ne voient pas la possibilité de continuer à vivre toute leur vie avec leurs enfants, en ayant du répit 3 jours, 4 jours, en inventant des nouvelles formules, je pense qu'on va peut-être pouvoir permettre à des familles de vivre ensemble le plus longtemps possible. Et ça aussi, je pense que
si c'est le choix de la famille, ce serait le fun qu'elle puisse le réaliser. Oui, absolument. En terminant, Mme Lauzon, fort intéressant, on pourrait se parler des heures et puis on va se reprendre, c'est certain. L'adresse web, peut-être le site web pour vous rejoindre. À ce moment-là, on peut vraiment tout savoir sur la Fondation des Petits Trésors. Ce serait quoi? Oui, ce serait www.petittrésor.ca. Merci beaucoup. Oui, c'est excellent. Merci beaucoup, Mme Lauzon, d'avoir été des nôtres et bonne continuation. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. Oui, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors Pierre Laporte, tu as décidé de nous ramener des citations célèbres, cette fois-ci sur le travail. Oui, comme vous le savez, j'aime toujours aller voir les citations célèbres sur toutes sortes de sujets. Ça nous en apprend à savoir qu'est-ce que les grosses têtes, qu'est-ce que les grands penseurs... S'ils sont pertinents et spirituels. Pertinent. Des fois, c'est drôle. Des fois, Des fois, ça élève notre conception. Oui. Alors, les citations célèbres sur le travail. Confucius avait dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Oui, ça, c'est bon. C'est vrai, c'est le classique. Là. Mais c'est très bon, c'est tout à fait vrai. Il y a du vrai là-dedans. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de monde, malheureusement, qui peuvent vivre ça. Il y a de plus en plus, je pense. Il y a Voltaire, qui était artiste et auteur d'ouvrages philosophiques. Il avait dit « Le travail éloigne de nous 3 grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. » Ouais. Il y a quelques emplois qui promeuvent le vice, mais ça, c'est d'autres choses. Il y a Jean Jaurès, qui était homme politique français. Il avait dit « Le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la pensée et la liberté du travail. » Oui, mais pas beaucoup de monde, c'est dur puis ils sont mal payés. Là. Il y a Franck Beugnier, qui est un internaute, qui a dit « Au travail, ce sont les vacances et les jours de repos que je préfère. » Ça, je pense qu'il y en a beaucoup. Tout le monde aime ça. Hein? Oui. Il y avait Mahatma Arun, qui était architecte et designer. Il avait dit « Une seconde de conscience critique équivaut à une vie de travail aveugle. » C'est cherché, ça. Oui. Il a passé longtemps. Je ne suis pas assez fort dans le bouddhisme et l'hindouisme pour la comprendre parfaitement. Mais elle est songée, en tout cas. Oui. Il y avait Coluche, artiste comique contemporain, décédé en 1986. Il avait dit « Pour qu'il y ait du chômage quelque part, il faut déjà qu'il y ait du travail. En France, il y a les deux. Seulement quand il y a du travail, les travailleurs se plaignent de travailler. » Ouais. Faut écouter le ton aussi. Coluche avait un ton particulier pour... Un peu pas l'humour noir, mais en tout cas un peu sarcastique. Oui, mais on peut dire l'humour noir aussi. C'est à certains points, oui. Ouais. Il y avait Theodore Roosevelt, homme d'État, ancien président américain. Il avait dit « Quand on vous demande si vous êtes capable de faire un travail, répondez « Bien sûr, je peux. » Puis débrouillez-vous pour y arriver. Il y avait... c'est juste que je serais un peu dangereux faire de la neurochirurgie. On te demanderait des diplômes, peut-être. Ouais. Il y avait Mme Indira Gandhi, femme d'État, décédée en 1984, femme d'État indienne. Elle avait dit « Il y a 2 genres de personnes, ceux qui font le travail et ceux qui en prennent le crédit. Tentez d'être du premier groupe, il y a moins de compétition. » Ouais. Il y avait Karl Marx, artiste, communiste, économiste et philosophe scientifique et homme politique. Il avait dit « Le domaine de la liberté commence là où s'arrête le travail déterminé par la nécessité. » C'est sûr, tu dois payer ton salaire, malheureusement. Ouais. Puis pas payer ton salaire, payer tes factures. Oui. Il y avait Oscar Wilde, écrivain décédé en 1900. Il avait dit « Le travail, c'est le refuge des gens qui n'ont rien de mieux à faire. » Oui, surtout, de même, oui, surtout garder être fort où il n'y a pas de bateau depuis quelques mois. Non, mais pour un écrivain, c'est facile à dire. Ça, parce que, ça. Il y avait Bertrand Russell, artiste, écrivain et homme politique. Il avait dit « L'un des symptômes d'une proche dépression nerveuse est de croire que le travail que l'on fait est terriblement important. »
Il y en a qui c'est important, d'autres, il faut s'illusionner pour le faire. Il y en a qui croient qu'ils ne sont pas remplaçables. C'est peut-être ça. Il y avait Léonard de Vinci, architecte, artiste, ingénieur et célèbre sculpteur italien. Il avait dit « Sachez vous éloigner, car lorsque vous reviendrez à votre travail, votre jugement sera plus sûr. » C'est vrai, ça. Celle-là, je la trouve bonne. Non, mais c'est vrai, celle-là, Oui. quand on s'absente pour des vacances, on revient puis avec un esprit un peu plus frais, puis oui, effectivement. Ouais. Il y avait Michel Houellebecq, artiste, cinéaste contemporain. Il a dit « Je ne vois pas pourquoi on ferait un travail de deuil. On ne se console pas de la mort de quelqu'un qu'on aime. » Il n'y a pas le mot « travail de deuil ». Il y a un proverbe afghan qui dit « Le travail d'une femme vaut plus que le discours de 100 hommes. » Qu'est-ce que vous pensez, ouais? C'est un petit peu sexiste, c'est bord aussi. Il y avait Socrate qui avait déjà dit « Il n'y a point de travail honteux. » Ça se dit encore de nos jours. Ouais, hein? ouais. Il n'y a pas de... Oui, ben, il y a du monde qui gagne pas cher qui vont dire que leurs jobs sont pas bien le fun. Ouais. Alors, je vais m'arrêter ici et je reviendrai Oui, un c'est peu plus tard intéressant. dans l'émission. Ouais, les citations célèbres sur le travail, on poursuivra à l'Espresso allongé à Folie Douce. À venir dans l'émission Folie Douce, nous recevons Marie-Claude Villemur qui nous fait découvrir le projet Miosis. À l'Espresso allongé, nous poursuivons avec les citations célèbres sur le travail. Vous entendrez aussi en chanson Diva de Stéphane Delrine et Enfant de la Terre de Samian. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à Folie Douce? Notre site web est antenne au singulier .qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube, Instagram et Twitter, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie Douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie Douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. Je suis en compagnie de mon invité Marie-Claude Villemur. Bonjour Marie-Claude. Salut! Bonjour, bienvenue à l'émission Folie Douce. Tu es créatrice de Miosis, c'est comme ça qu'on prononce, ou Miosis? Miosis, Miosis, ouais. tout simplement. Donc, M-Y-O-S-I-S. On va tout apprendre sur cette entité, qui n'est pas un organisme comme tel. Comment tu pourrais le définir? C'est pas un organisme, je dirais que c'est un projet qui va faire la promotion d'organismes. OK. Donc, la promotion d'organismes qui existent déjà ici à Montréal, qui, eux, utilisent l'art pour vraiment changer la vie complètement. Donc, ça a toujours un rapport avec l'art, puis les différents organismes avec qui vous faites affaire, c'est un peu des organismes qui sont dans différents domaines, que ce soit santé mentale, que ce santé soit mentale, réinsertion sociale, ça peut être aussi développement personnel. Oui, donc toujours du côté humain, en fait, des organismes, on pourrait dire communautaires ou organismes peut-être qui prennent soin. Un petit peu plus social. Plus social, c'est ça. Donc, Miosis a été créé comment? Parce que vous êtes la créatrice, c'est très récent, mais pourquoi avoir créé Miosis? Je dirais que c'est un beau petit coup de tête. Je pense que dans la vie, on réalise toujours que il y a des choses qui se passent dans la vie qui font qu'on a des grosses réalisations. Puis quand ça arrive, moi, je fais des projets avec ça. Comme là, avec l'art-thérapie, ça a été une grosse partie de ma vie où j'ai eu besoin de l'art pour passer à travers des moments très difficiles. Puis je me suis dit, pour vrai, je pense que ça l'a changé ma vie, puis ça l'a sauvé ma vie. OK. Donc, mon but, c'était vraiment de créer un projet comme ça qui allait aller chercher des témoignages de gens qui ont vécu un petit peu comme ce que j'ai vécu.
dans le sens qu'ils ont été peut-être dans le fond du baril, puis l'art les a aidés à s'en sortir, dans le fond. Oui. Donc, c'est de faire ressortir ça parce que finalement, c'est assez rare qu'on peut démontrer les belles choses. C'est un peu ça qu'on veut montrer aussi. En général, c'est pour faire ressortir le meilleur des organismes. Oui, donner beaucoup d'espoir, puis donner une promotion aussi à ces organismes-là, parce que souvent, ils n'ont pas nécessairement le budget de se donner une publicité. Puis moi, c'est ça que je veux leur donner, une publicité, parce qu'il y a tellement d'organismes à Montréal qui existent et pas beaucoup de monde savent leur existence. Donc, on passe par la vidéo pour faire ça? Oui. Parce que c'est l'essentiel, c'est le canal qu'on utilise en général? Exactement, une capsule vidéo dans ce cas-ci. Mais aussi, je pense que c'est l'individu qui est mis au centre de ces capsules-là. OK. Donc oui, il y a l'organisme, mais il va toujours être présenté par les individus qui l'utilisent, qui y vont, puis qui ont une appartenance aussi. OK. Est-ce qu'on peut faire un exemple peut-être de différents organismes avec qui vous travaillez? Aucun problème. Moi, en ce moment, j'ai travaillé avec la Fondation universitaire de santé mentale de Montréal. Puis on a fait... j'ai été couvrir le spectacle « Je veux de l'amour » qui a été fait avec le TNM. Je pense que c'était en mai 2018, ça. Et c'était vraiment une très belle capsule. Elle est présentement en ligne aussi, si jamais on veut aller la voir. Donc, j'ai eu vraiment des beaux témoignages des gens. J'en ai une qui souffrait d'aphasie, donc qui était dans ce spectacle-là. Et ce spectacle-là l'a permis de sortir de chez elle. Je ne sais pas si jamais vous savez c'est quoi l'aphasie, mais je peux le résumer, effectivement. brièvement. Donc, c'est le fait de ne pas pouvoir, je dirais pas pouvoir parler, mais avoir de la difficulté de parler, prononcer les mots. Dans la tête, on est capable de dire les choses. C'est juste que physiquement, c'est plus compliqué. Donc, cette personne-là, qui est Nicole, qui fait partie de ma capsule, elle a utilisé le théâtre, puis son amour pour le théâtre, pour lui donner un petit boost et sortir de chez elle. Donc, aller rencontrer des gens qui, comme elle, vivent des difficultés. Donc, dans cette capsule-là, il y avait, oui, problème d'aphasie, mais il y avait aussi TDAH, il y avait aussi troubles limites, il y avait aussi schizophrénie. Donc, on voit toutes ces personnes-là qui sont prises avec ces difficultés-là au quotidien, mais qui, grâce à ce spectacle-là de théâtre, qui était dans cette capsule-là, peuvent vraiment se créer une communauté, se créer une motivation et découvrir aussi qu'ils ont un potentiel créatif extraordinaire. Oui. Mais Claude, est-ce que vous avez comme un modèle, un genre de canevas de base qui fait que, on dit par exemple, c'est une vidéo qui dure tant de minutes, est-ce que c'est comme un genre de modèle? Là, pour l'instant, c'est à peu près une quinzaine de minutes. Qui laisse quand même le temps de découvrir les gens puis voir peut-être ce qu'ils ont fait comme projet, là. Exactement. Le but, c'est que ça reste court pour que ça soit vraiment sur les réseaux sociaux ou dans un cours, on puisse le présenter sans que ça prenne l'entièreté du cours aussi. Une petite quinzaine de minutes, on parle avec les gens, on parle de leur vie, de leurs problèmes qui étaient un petit peu plus difficiles. Et on termine, bien sûr, avec beaucoup d'espoir avec l'art qui est arrivé. Je dirais pas comme sauveur, mais comme un outil de rétablissement ou un outil pour alléger les difficultés. Est-ce que la réponse est bonne? Est-ce que ce qu'on dit toujours en anglais, le feedback est bon par rapport à ce genre de ce que vous avez fait, justement, cette capsule? Je vous dirais qu'on a eu un visionnement, justement, l'année dernière, toujours en 2018, public à l'Institut universitaire de santé mentale. Ouais. Et oui, il y avait quand même une bonne 90-100 personnes qui étaient venues voir. Et pour vrai, j'ai eu des excellents commentaires à refaire, très touchants. Ils aimaient ça aussi voir les témoignages des gens qui étaient là parce que oui, on présentait la vidéo, mais ensuite, on avait une discussion avec les acteurs de la vidéo qui étaient là sur scène. Et ensuite, on allait voir le public pour leur poser des questions sur la vidéo, mais aussi leur demander des témoignages peut-être qu'il y avait aussi avec l'art. C'est intéressant, mais est-ce que vous avez une formation ou en tout cas un profil de créatrice vidéo? C'est arrivé comme ça en mettant les idées ensemble? Je ne suis pas créatrice vidéo. Je suis artiste dans l'âme. J'ai toujours fait du théâtre, j'ai toujours fait de l'écriture, de la danse. Tout ce qui est artistique me touche. Ouais. Et j'ai toujours été une fille de coup de tête aussi. Donc, quand l'idée est arrivée dans ma tête, j'ai fait « pourquoi pas le faire? » Puis dans le fond, c'est arrivé vraiment d'une drôle de façon. Je voulais faire un vlog au début, donc moi qui teste peut-être des activités un petit peu plus art thérapeutique chez moi, dans mon sous-sol. Mm-hmm. Et je me suis dit, pourquoi pas aller voir des événements aussi? Donc là, j'ai regardé les événements qui se passaient et c'est là que j'ai vu le spectacle de « Je veux de l'amour ». Et je suis tombée en amour avec ce spectacle-là. J'ai adoré chaque minute.
Et à la fin, j'ai été voir les organisateurs pour leur demander est-ce que ce serait possible d'interviewer les comédiens. Et là, j'ai eu j'ai eu une réponse positive. Mais je n'avais pas du tout d'équipe de tournage. Ouais. J'avais ma petite caméra, rien d'autre. Là, je me suis dit, là, je fais une entrevue au TNM, il faut que je m'équipe. C'était au moment de la représentation, parce que c'était une seule représentation, je pense. C'était une seule représentation, oui. Donc, c'était au moment de la représentation, vous êtes allé là, puis là, sur les lieux, vous avez eu l'idée peut-être spontanée, justement. Exactement. Ouais. Puis là, j'avais dans mes contacts beaucoup de personnes, dont une amie qui commençait son entreprise aussi, donc plus vidéo, audio. Puis là, on s'est parlé, puis on a fait des petits arrangements comme ça. Puis j'ai eu une équipe technique 2 semaines après. Pour aller faire avec les comédiens, avec les participants, là, effectivement. Ouais. Est-ce que le côté, nous, évidemment, on s'intéresse aussi à toutes les causes, si on veut, sociales ou les causes humaines, mais la santé mentale particulièrement, est-ce que du côté santé mentale, ça vous a permis peut-être d'apprendre des choses? On parlait tantôt de schizophrénie. Je sais qu'il y a un participant qui a cette problématique, là. Je pense pas que j'ai appris des choses, mais je pense que j'ai été énormément touchée par des gens, plus que ce que je pensais. Justement, quand on parle de schizophrénie, quand on parle d'aphasie, je savais pas c'était quoi. J'ai appris la vie des gens, puis j'ai appris à quel point, oui, je savais que l'art avait un pouvoir, mais à quel point il était beaucoup plus grand que ce que je pensais. Puis je me suis ouvert à un milieu, mais ma foi, tellement intéressant, de social, psychologie, santé mentale. J'adore les gens là-dedans. J'adore leur témoignage, j'adore ce milieu-là. Puis je pense que c'est sûr et certain que je vais faire ma vie dans ce milieu-là. Oui. Ah oui. Ça a été un peu une révélation. Ah, une révélation complètement. Donc ce petit coup de tête-là après le spectacle de théâtre va peut-être, a complètement changé mon orientation professionnelle. Puis avant qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous étiez dans un domaine similaire? Ouais? J'étais en psychologie. Donc c'est quand même similaire. Puis avant ça, j'étais en théâtre. Donc ça allait plus tomber là. Ouais. Mais oui, psychologie, c'était intéressant. Par exemple, on dirait que j'étais pas dans le milieu social. Je voulais être vraiment dans le milieu social, puis dans le milieu de promotion aussi. De comme parler de ce que personne parle. Oui, parce que c'est beau faire des choses, mais des fois, ça passe un peu sous le radar, puis il n'y a pas de on connaît pas vraiment les projets. C'est des bonnes nouvelles souvent, parce que c'est des projets très positifs, mais c'est peu publicisé. Alors, c'est intéressant d'avoir... des trucs comme le vôtre, en fait. Comment vous voyez la suite de Miosis, justement? Est-ce que c'est très récent, là? Faut dire. Extrêmement. Donc, vous y allez un peu, en offrant un peu les services. J'imagine qu'il y a du bouche-oreille qui va se faire aussi. Les gens qui ont participé au projet peut-être peuvent devenir des ambassadeurs là, pour faire en sorte que ça y ait d'autres... Ben, pour vrai, les personnes qui ont participé au projet, ils m'aident énormément. L'Institut aussi m'aide, me donne des contacts. Les gens sont extrêmement généreux avec mon projet, puis ça, j'y remercie fois 1000 à chaque jour. C'est vraiment beau. Par exemple, moi, ce que je veux arriver à faire, c'est d'avoir des subventions relativement grandes pour pouvoir offrir à ces organismes-là cette publicité-là, mais totalement gratuitement. Ouais. C'est vraiment ça mon but. Parce que là, en ce moment, je paye tout de ma poche. Ce qui est assez de gros montants. Mais là, j'espère vraiment trouver une subvention assez grande pour pouvoir offrir ça aux organismes. C'est toujours le défi, c'est toujours l'argent, malheureusement, c'est comme ça, parce qu'il y a tellement de projets intéressants qui coûtent, dans le fond, qui coûtent pas si cher pour le bienfait que ça donne. C'est ça qu'on se dit toujours, tu sais, la logique est souvent pas respectée, parce qu'on se dit c'est tellement logique que ça devrait aller de soi, tu sais, que les gens essaient de prévenir justement les problématiques, puis donc, en voyant des belles histoires, ben j'imagine que ça transporte peut-être un bon message pour les gens, là. Ça démystifie surtout auprès de la population, hein. Oui, mais c'est ça qu'il faut faire, parce que si on le fait pas, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont le faire. Non, exactement, ça prend des gens engagés, exactement. Comment on peut faire pour voir, parce que est-ce qu'il y a plusieurs vidéos, on parlait de ce projet-là, Je veux de l'amour, est-ce qu'il y a d'autres vidéos que vous avez produites? Pour l'instant, c'est vraiment le seul projet. Il y a d'autres projets qui sont en production, par exemple, en ce moment, mais ils sont pas sortis avant un petit bout. Peut-être que ça va revenir, ça dépend vraiment, mais pour l'instant, on a seulement un projet. Les gens qui veulent voir justement cette vidéo-là, peut-être ça peut leur donner aussi une idée de peut-être vous faire affaire avec vous à ce moment-là, d'avoir peut-être de vous engager à ce moment-là, parce que tu sais, on parle d'argent, je veux dire, c'est peut-être que ça peut être intéressant aussi pour une organisation de
vous engager, puis évidemment de payer les services. Là, ça peut être intéressant Oui, aussi. c'est sûr que ça serait intéressant pour Parce nous. qu'il y a cette façon-là aussi, la subvention est là, mais des fois, peut-être pour un coût qui n'est pas si énorme, peut-être ça peut se faire aussi. Mais comment on peut faire pour voir la vidéo, justement? C'est cette vidéo-là qui dure une quinzaine de minutes, elle est sur Internet? Oui, sinon, elle est sur notre page Facebook. Donc, on peut la trouver au www.facebook.com/capsule myosis. OK. Et probablement, si on cherche capsule myosis, On devrait trouver. MYOSIS. Donc, puis myosis, ça signifie quoi, en fait? Je l'ai pas posé au départ. Oui, là, tout le monde me le demande. Ouais. Mais dans le fond, myosis, c'est le phénomène qui se passe quand on met une lumière forte devant l'œil. OK. Donc, ça fait comme une espèce de... Je ne dirais pas... Ça fait réagir ça fait réagir la pupille. La pupille de l'œil, c'est ça? Un petit flash, une petite illumination, peut-être éclairée. Donc, je vais aller dans ces petites métaphores-là pour myosis, voir autrement. Puis justement, peut-être surprendre ou en tout cas émerveiller chez certains points. C'est ça. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Marie-Claude Villemur, d'avoir été des nôtres. Ça fait plaisir. Puis bonne continuation aussi pour le projet Myosis. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. De retour au micro, donc avec l'espresso allongé, Pierre Laporte et Ghislain Malo, on a débuté plus tôt dans l'émission les citations célèbres sur le travail, des bonnes citations finalement de différents personnages. Oui, Pierre s'est mis au travail puis il en a trouvé. Il a trouvé des bonnes. Oui. Alors, je poursuis simplement ma lecture. Il y avait Winston Churchill, ancien homme d'État anglais. Il avait dit « Construire peut être le fruit d'un travail long et acharné. Détruire peut être l'œuvre d'une seule journée. » Ben c'est sûr, surtout Ça, c'est pour lui Quand qui tu a parles vécu, de guerre et tout. il a là. vécu les attaques allemandes dessus l'Angleterre. Oui. Il y a Colin Serrault, qui est actrice, artiste contemporaine. Elle a dit « Le travail des femmes, ce n'est pas un cadeau pour les femmes. C'est un cadeau pour la société. » Oui, sûrement. Ouais. Il y a Pierre Fornerod. J'espère que je prononce bien parce que je ne le connais pas. Moi non plus. C'est un auteur, il a dit « Il n'y a que dans le dictionnaire que réussite vient avant travail. » Il y a Jules Romain, artiste, écrivain et poète, décédé en 1972. Il avait dit « Le vrai patron est quelqu'un qui se mêle passionnément de votre travail, qui le fait avec vous, par vous. » Ça donne à réfléchir. On appelle ça un fatigant. Non, ouais, mais des fois, c'est quand il met les mains dans la pâte, tu as l'impression que tu es peut-être plus à appuyer. Là, c'est pas il y a défendre et le faire. Tu peux se donner des ordres à quelqu'un. Il y a le problème, c'est qu'il y a défendre, puis il y en a qui te le font par-dessus toi. Là. Ça, c'est pas la même chose. Ouais. Il y a Aimé Jacquet, qui est entraîneur de football contemporain. Il a dit « Le travail individuel permet de gagner un match, mais c'est l'esprit d'équipe et l'intelligence collective qui permet de gagner la Coupe du Monde. » Ouais. Ben, il faut être talentueux individuellement puis en gang. C'est ça qu'il a dit, je pense. Ça revient à ça. Et la Coupe Stanley, pourquoi pas? Tout sport par équipe. Oui, tout sport, là, c'est carrément, ouais. Il y a Boris Vian, artiste, chanteur, écrivain, etc., décédé en 1959. Il avait dit « Si le travail, c'est l'opium du peuple, alors je ne veux pas finir drogué. » Ouais. Il y a Bill Gates, homme d'affaires américain contemporain, très riche. Un des plus riches de la planète. Microsoft. Ouais, il a dit je choisis une personne paresseuse pour un travail difficile, car une personne paresseuse va trouver un moyen facile de le faire. Ah. Vu de même. Ouais. Le problème, c'est parce qu'on comprend pas toujours comment les logiciels fonctionnent. Là. Sauf que c'est vrai ce qu'il dit, parce que les programmeurs, les programmeurs souvent sont paresseux parce qu'ils veulent trouver une façon de programmer pour que ça se fasse mieux et sans trop travailler. Puis aller vite. Ouais. Ouais. Il y a Bernard Werber, artiste, écrivain contemporain. Il a dit « Dans la vie, il y a 3 facteurs, le talent, la chance et le travail. Avec 2 de ces facteurs, on peut réussir. Mais l'idéal est de disposer des 3. Ouais. Il y a Philippe Etchebest, animateur, cuisinier, star de télé-réalité contemporain. Il a dit « Ma devise, c'est d'abord de se faire plaisir dans tout ce qu'on fait, d'être sincère et déterminé, et d'avoir l'amour du travail bien fait. » Oui, puis comme c'est un cuisinier, peser 50 livres de trop. Il y a Victor Hugo, artiste, écrivain, poète. Il avait dit « Le travail ne peut être une loi sans être un droit. » Et on peut être d'accord, ouais. Ouais, il faudrait que... Ouais. Il y a Alexander Pope, artiste, écrivain, décédé en 1744.
4, il avait dit « Celui qui dit un mensonge ne prévoit point le travail qu'il entreprend, car il faudra qu'il en invente 1000 autres pour soutenir le premier. » Oui, mais si t'es fraudeur, c'est ta job. C'est plus un dicton qui parle du mensonge. C'est plus philosophique. Ouais. Il y a Jacques Dutronc, acteur, artiste, chanteur français contemporain. Il a dit « Le travail paie dans le futur. La paresse, elle paie content. » il y a Bruce Lee, acteur, pratiquant d'art martial, très célèbre, décédé en 1973. Le plus grand acteur de films de Kung Fu. Oui, il avait dit « J'ai une maîtrise de philosophie. Je peux donc facilement comprendre pourquoi je ne trouve pas de travail. » Mais il en a trouvé à l'écran. Oui, absolument. Malheureusement, un diplôme de philo, c'est pas toujours très payant pour les gens. Là. Il y a Jacques Sternberg. Il est animateur, artiste, chroniqueur, décédé en 2006. Il avait dit « Arriver tous les jours à son travail avec 1 heure de retard, c'est un signe de ponctualité. » Ça dépend dans quel pays. Il y a des pays que être en retard, c'est nécessaire. Il y a Mère Teresa, religieuse bien connue, décédée en 1997. Nous vivons au milieu d'une mer de pauvreté. Néanmoins, on peut réduire cette mer. Notre travail n'est qu'une goutte dans un seau, mais cette goutte est nécessaire. Bien, merci Pierre, merci Ghislain. Donc, des citations célèbres sur le travail à Folie Douce. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce. Ghislain Malo, on va nommer bien sûr les chansons entendues cette semaine. On a pu entendre en début d'émission Centrale Otago. De Dominica. Oui, on a entendu du Souffle pour deux. d'Ariane Moffat. En deuxième demi, on a écouté Diva. De Stéphane Delrine. Et à l'instant, Enfant de la Terre. De Samian. Très bonne chanson d'ailleurs. Oui, c'est un artiste très intéressant. Aussi acteur parfois. Ah oui, aussi, ah oui. Oui, il a joué dans quelques films. Mais c'est intéressant d'avoir des chants comme ça, plus de personnes autochtones, mais qui sont quand même très populaires. Il y a quelque chose d'intéressant. Mais avec Samian, c'est un bon artiste dont les chansons, c'est pas juste parce qu'il est autochtone, c'est parce que les chansons sont bonnes. Sont bonnes aussi. Merci pour votre choix musical, donc Pierre et Ghislain. Merci Pierre à la mise en onde. Bienvenue. Également pour tes blocs Espresso et Allongé, où il était question des citations célèbres sur le travail. C'est toujours intéressant de parler des citations célèbres de quelque chose. Et cette fois-ci, sur le travail, c'était fort intéressant. Merci beaucoup. Je remercie notre invité en début d'émission, Sylvie Lauzon, de la Fondation Les Petits Trésors. Merci Mme Lauzon d'avoir été des nôtres. Et en début de deuxième demi, notre invité était Marie-Claude Villemur du projet Miosis. Alors tout ça dans le menu de cette semaine de Folie Douce. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir. Bop